Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 2 avril. Une exposition autour d'Henri II et un ballet sur la reine Margot à Saint-Germain-en-Laye. 2 membres de la famille des Valois ont inspiré le musée d'archéologie nationale et le chorégraphe Régis Obadia. Un week-end rien que pour lui, pour clôturer le printemps des poètes, c'est le mot qui était à l'honneur. Durant 2 jours, le public a pu réfléchir au choix des mots utilisés. Une enquête qui vous entraîne de Rambouillet à Nice pour son nouveau roman. L'auteur Gilles Milovaceri s'inspire de la cité yvelinoise. L'ouvrage est sorti le 22 mars dernier. À Saint-Germain-en-Laye, la fin du mois de mars rimait avec un anniversaire, celui de la naissance du roi Henri II en 1519 au sein même du château. Un roi peu connu, souffrant d'une mauvaise image injustifiée. Le musée d'archéologie nationale lui consacre une exposition en se mettant à l'heure de la Renaissance. C'est un personnage un peu oublié. Le roi Henri II a régné 12 ans, de 1547 à 1559. 12 ans pendant la Renaissance où le château de Saint-Germain prend une certaine place. Le roi y passe en moyenne 58 jours par an. Saint-Germain-en-Laye est naturellement le siège de nombreuses décisions. On prend des actes politiques et on prend également des actes diplomatiques. Les relations internationales se nouent et se dénouent à Saint-Germain-en-Laye au gré donc de l'évolution de la politique d'Henri II. Nous avons à ce sujet la chance de présenter ici, prêté par le Musée national de la Renaissance, un objet tout à fait extraordinaire qui est en forme de livre avec une couverture et un feuillet central. Pour cette exposition, le musée d'archéologie nationale rassemble une centaine d'œuvres, découvertes de la personnalité du souverain, la production artistique de cette époque et des instants marquants du règne qui démarre sous des tensions entre son entourage et celui de son père. L'une de ces tensions s'est incarnée dans le duel fameux qui a opposé un proche de futur Henri II, qui est encore dauphin, qui s'appelle La Chataigneraie, et un proche de la duchesse d'Étampes, la maîtresse de François Ier, le baron de Jarnac, beau-frère de la duchesse. Une tension qui amènera un duel entre les 2 hommes peu de temps après l'accession au trône de Henri II. Jarnac donnera son fameux coup au jarret de La Chataigneraie. C'est la première exposition consacrée à ce roi, une mise en lumière d'un souverain éclipsé par son père et son entourage, son épouse Catherine de Médicis ou encore sa fille Marguerite de Valois, la reine Margot. Et on va justement s'intéresser à elle, la reine Margot, la fille d'Henri II, avec un ballet actuellement en création à Saint-Germain-en-Laye. Là aussi, Patrick Jacques de Dixmude à la technique. Quand on parle de la reine Margot, on pense au roman d'Alexandre Dumas ou encore l'interprétation d'Isabelle Adjani dans le long métrage de Patrice Chéreau. Mais la vie de Marguerite de Valois ne cesse d'inspirer les artistes. Le chorégraphe Régis Obadia s'est lancé dans l'aventure à la demande du théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye. Régis Obadia, bonjour. Bonjour. Déjà, pourquoi la reine Margot ? Benoît Dissot, qui programme la saison au théâtre, travaille aussi à Arcachon et je travaille avec lui depuis 12 ans. Et il m'a parlé des 30 ans du théâtre Alexandre Dumas. Et donc je connais le théâtre, je suis déjà passé avec la Dame aux Camélias ici il y a 2-3 ans. Et en regardant le théâtre, j'ai vu le château à côté. Et l'idée m'est venue tout simplement de partir du roman d'Alexandre Dumas pour monter Reine Margot. C'est vraiment le roman qui vous a donné ce fil conducteur ? C'est un roman qui vous plaisait ? Il y a le roman, il y a le film de Chéreau, donc voilà, Reine Margot, c'est dans notre inconscient, on va dire. Maintenant, le roman est très épais. Moi, je fais un spectacle de danse d'1h10, 1h15, donc c'est sûr qu'on s'est vraiment concentré sur les événements essentiels du roman et surtout, voilà, l'énergie qu'on peut ressentir à travers ce récit. Alors les personnages de l'histoire, on les connaît tous, c'est des grands noms de l'histoire de France. Marguerite de Valois, je l'ai dit tout à l'heure, Catherine de Médicis, Henri de Navarre, pour ne citer que, c'est des personnages forts. Comment vous avez demandé à vos danseurs de les interpréter ? Donc en fait, dans la pièce, on est dans la danse contemporaine. Donc c'est une narration, mais c'est pas une narration classique. Donc il y a, par moments, je pense que les gens vont reconnaître les personnages, par moments ils incarnent un caractère, un personnage entre guillemets, et à d'autres moments ils sont plus abstraits. Et c'est le langage, c'est la danse qui parle. Voilà. Et même quand ils sont dans le caractère, ils dansent. Vous voyez, il y a un peu 2 lectures. Vous parliez des émotions, des sensations, c'est quand même une histoire très dure, l'histoire de Margot. Terrible. Comment vous l'aviez mise en scène ? C'était peut-être cette violence qui vous a inspiré ? De toute façon, je pense que depuis que l'être humain est sur Terre, il y a une certaine violence, depuis toujours. C'est vrai que cette époque est vraiment redoutable, la nôtre est pas mal aussi. Donc voilà, ça fait partie de nous, l'être humain est comme ça, la vie est un miracle et en même temps c'est une tragédie. On vit avec. Donc voilà, il y a des émotions assez fortes justement pour que j'ai pu m'en imprégner, m'en inspirer et travailler après avec les danseurs.
Vous avez dû peut-être échanger beaucoup avec eux pour peut-être parfois souffler face aux émotions qui arrivent. Vous savez, le travail de création, c'est vraiment un cheminement particulier. Moi, ça fait près de 40 ans que je fais des spectacles. Et chaque fois que je fais une nouvelle pièce, on a vraiment la sensation de repartir à zéro, sachant qu'on a un certain métier. Mais quand même, à chaque fois, c'est une remise en question. Alors à la mise en scène, vous êtes accompagné de Lisa Virgasova. Un mot sur cette personne qui vous accompagne depuis... Lisa Virgasova que j'ai rencontrée depuis pratiquement 20 ans. Et sans elle, tout ça n'existerait pas parce qu'elle apporte énormément. C'est elle qui fait les choix musicaux, c'est elle qui décide, qui fait les costumes, la dramaturgie. Là, je travaille avec beaucoup de danseurs russes. Moi, je parle russe, mais très peu. Donc c'est vrai que quand je dois expliquer quelque chose d'un peu plus profond, c'est elle qui leur parle. On est vraiment en osmose, quoi. Elle est vraiment très, très importante dans mon travail. Alors justement, au niveau de la mise en scène, on va dire plutôt le théâtre, vous avez choisi un espace dépouillé. C'était aussi pour laisser toute la place à la danse et à l'interprétation de vos danseurs. C'est aussi que donc moi j'ai 9 danseurs et il y a aussi un travail avec 25 danseuses amateurs de Saint-Germain. Donc on va être près de 40 sur le plateau. Donc je pense qu'à 40 sur le plateau, on n'a pas besoin encore de rajouter un décor. Donc il y a des éléments scéniques qui sont significatifs, symboliques. Et je pense que ça suffit pour raconter ce qu'on a envie de dire. Et ce travail justement avec les amateurs, comment il s'est déroulé? Est-ce que vous n'avez peut-être pas les mêmes exigences qu'avec vos professionnels? Donc à la base, je crois qu'en fait, le théâtre Alexandre Dumas pratique la danse avec les amateurs depuis un certain temps. Mais en règle générale, le chorégraphe fait une pièce spécifique pour des amateurs. Et moi, ce que j'ai proposé, c'est d'intégrer des amateurs, donc il y en a peut-être un peu moins que d'habitude, peut-être d'habitude 140, et d'avoir avec eux exactement la même exigence que je peux avoir avec les danseurs professionnels. Donc les filles sont venues, je pense que ça leur plaît, qu'elles sont motivées, elles n'ont pas toutes le même niveau, donc il y en a certaines qui en feront moins que d'autres, mais celles qui seront sur le plateau, elles doivent exister vraiment comme les autres. Donc, et pour ça, je pense que c'est un challenge vraiment nouveau par rapport au travail avec les amateurs. Du côté de la musique, vous mêlez contemporain de l'histoire, contemporain d'aujourd'hui. Comment vous l'avez pensé? Donc la musique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Lisa Virgasova a beaucoup de patience et elle recherche des nuits entières la musique parce que la musique pour la danse, c'est essentiel. C'est vraiment... moi, ça m'inspire, ça nous fait partir dans une direction différente, ça donne vraiment une couleur à une scène. Et donc dans ce spectacle, il y a aussi bien des musiques, on va dire, contemporaines, il y a Arvo Pärt, il y a Artzoid, tout ça c'est des compositeurs contemporains, et il y a Bach, Monteverdi, donc voilà, donc tout ça se chevauche et donne un monde en soi. Merci Régis Obadia. Alors la première de votre création, Reine Margot, est à voir au théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye le jeudi 11 avril à 20h45. Ce week-end clôturait le printemps des poètes et à cette occasion, Saint-Quentin en Yvelines mettait le mot à l'honneur. 2 jours d'ateliers, de causeries et de conférences lui étaient consacrés à la commanderie Grégory Canalet. Des mots d'ici, des mots de là-bas. À la commanderie, on ne parlait que d'eux. Les mots ont eu leur premier village entièrement dédié ce week-end. Le mot, c'est d'abord la communication. C'est une manière entre nous de communiquer, mais le mot quel qu'il soit, je veux dire que ce soit de notre langue ou d'autres langues, il est important et je pense important de savoir quel mot choisir, le poids du mot. Et il est essentiel de choisir le bon mot au bon moment, plutôt que d'entendre un peu tout et n'importe quoi au niveau du langage. Et vive la beauté, à bas les corps, fort maté. À bas l'académisme de la beauté stéréotypée. 2 jours pour développer la créativité, Saint-Quentin en Yvelines avait invité conférenciers, orthophonistes, poètes et calligraphes. Le mot, c'est ce qui constitue pour nous la poésie, la calligraphie, le mot composé de plusieurs lettres. Donc nous, on apprend, quand on commence notre apprentissage, on commence par la lettre. Et justement, dans les démarches de l'apprentissage, la lettre toute seule, la lettre attachée et le mot. Donc c'est vraiment notre dernière étape. La place du mot n'était pas n'importe laquelle. Dans une phrase, il fallait que le mot tombe bien, qu'il ait le dernier mot, éventuellement. L'amour de la langue française. Partager la langue française qui est pleine de ressources, pleine de mots avec lesquels on peut jongler. Donc Raymond avait l'art de mettre le mot là où il fallait pour que ce soit le petit grain de sable qui dérègle la mécanique. Le village du mot clôturait le printemps des poètes. Une vingtaine de rendez-vous étaient programmés autour d'un thème, celui de la beauté.
Suivre ses rêves, ses passions, c'est le message que l'écrivaine Ingrid Taubois a voulu faire passer auprès d'une classe du lycée Jean Villard de Plaisir. Près d'une heure d'échange pour partager ses inspirations, ses voyages. Ingrid Taubois leur a aussi parlé d'un auteur qui l'a marqué, Nicolas Bouvier. Qui a vraiment été pour moi un moteur dans mon existence extrêmement important. Et comme je dis à chaque fois que je parle de Nicolas Bouvier, sans cette rencontre avec son œuvre, il était décédé, donc je ne l'ai pas rencontré lui. Donc sans cette rencontre avec ses livres, j'aurais probablement eu une vie très différente. C'est la deuxième fois qu'on reçoit un auteur au lycée dans le cadre des leçons de littérature, qui sont en fait proposées par la région Île-de-France au lycée. Donc on a répondu présent et on a eu cette année encore un auteur qui est venu faire sa leçon. Les propos ont été recueillis par Aurélie Ronze et on continue cette culture avec un invité, Gilles Milo-Vasseri, bonjour. Bonsoir Mélanie. Alors vous êtes vous aussi écrivain, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller à la rencontre de lycéens, de collégiens ? Oui, tout à fait, que ce soit à faculté, des étudiants, de tous les niveaux, et c'est très intéressant. C'est important aussi d'aller à la rencontre du public ? Oui, important. Alors, le lecteur, bien entendu, mais voilà, les enfants, j'ai même fait des séances dans des écoles primaires, et je vous jure que c'est vraiment du bonheur pour un écrivain. Parce que vous avez des gens qui sont nature, cash, sans filtre, et on passe des super moments. Et justement, lors de cette rencontre, elle leur a conseillé de suivre leurs rêves. Est-ce que c'est un conseil que vous donneriez aussi à un jeune ? Sinon, je ne serais pas là. Oui, tout à fait. Suivre ses rêves, c'est important, c'est des choses à faire dans la vie. Et il faut, c'est même plus que les suivre, c'est se les fixer comme des buts précis à atteindre. Alors, si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour présenter votre nouvel ouvrage, Les prêtresses d'Altaïr. Elles nous font suivre un ancien commandant de la DGSI, Angelina Rossi. Tout à fait. Alors, je ne vais pas trop vous en dire, mais j'avais une série qui avait bien fonctionné, qui est beaucoup plus dans le thriller. Et là, j'avais envie de revenir au roman sombre, le polar pur et dur. Donc, comme Rambouillet a été une ville importante pour moi, j'ai décidé d'implanter cette agence d'enquête privée auprès de Rambouillet. Et donc, cet ancien commandant de la DGSI va mener une enquête particulière. Pour tout vous dire, c'est une recherche de personnes disparues. Voilà. Mais j'en dirai pas plus. Pas plus sur l'histoire, mais peut-être un peu plus sur Angelina. C'est une femme indépendante, forte, et pourtant, vous indiquez qu'elle n'est pas la meilleure de sa profession. Vous n'avez pas voulu une héroïne parfaite ? Non, surtout pas. Je voulais pas. Vous savez, on tombe souvent dans les archétypes avec des héros ou des héroïnes qui vont être la belle femme, c'est le bel homme, c'est plein de sous, ça n'existe pas dans la vie. Donc là, Angelina, c'est quelqu'un c'est une femme séduisante, mais qui est pas un canon, comme on peut dire. C'est une femme qui a quitté la police pour des raisons bien précises qui sont expliquées dans ce premier opus. Et surtout, c'est une femme moderne qui a divorcé, qui est célibataire et qui mène sa vie entre les soucis de la banque qui appelle régulièrement et puis des enquêtes à mener. Donc j'ai vraiment voulu l'intégrer dans un schéma de crédible. Voilà. Un personnage qu'on pourrait croiser tous les jours, même si on croise peut-être rarement des anciens agents de la DGSI. Tout à fait. Alors le début du roman se passe dans une ville yvelinoise, Rambouillet. Pourquoi Rambouillet ? Rambouillet parce que déjà en 2016, il y avait eu l'affaire Aurore S, mon précédent roman qui se déroulait dans cette ville, et j'ai été magnifiquement accueilli par cette ville, que ce soit la municipalité ou les Rambolitains. J'ai gardé un merveilleux souvenir et je voulais les remercier. Et c'est pour leur dire un grand merci que j'ai décidé de relancer une seconde série qui va se dérouler donc sur Rambouillet. Ça veut dire que Rambouillet vous apporte du mystère aussi pour écrire ces romans-là ? Oui, mais alors, c'est une ville que j'apprécie parce que c'est une ville qui est moderne et qui rentre dans un certain classicisme en plus, avec un passé riche en histoire, et c'est fabuleux. Donc, oui, pour un auteur, c'est l'endroit rêvé pour écrire. Un bon terreau. Alors, dans vos romans, vous aimez faire voyager vos personnages, et pour les prêtresses d'Altaïr, Angelina, elle va jusqu'à Berne. Tout à fait. Elle va partir à Berne pour des raisons bien précises de cette histoire. De Berne, elle va repartir sur la Côte d'Azur, à Nice. Et de Nice, elle va revenir à Rambouillet pour clore son enquête, pardonnez-moi. Alors, on parlait tout à l'heure de pas trop en dévoiler, mais dans le titre, il y a Altaïr. Altaïr, c'est une étoile. Est-ce que c'est un indice pour l'histoire ? Non.
Eh ben... Non, en fait, voilà, c'est un nom bien précis qui va représenter un personnage symbolique dans l'histoire et qui va être l'une des phases de la recherche importante que va mener Angelina. C'est difficile parce que ce serait spoiler un petit peu l'histoire de vous en dire beaucoup plus, mais voilà, je trouvais le nom poétique et pourtant, point de suspension. Alors justement, pour en découvrir un petit peu plus, on peut vous rencontrer le 6 avril. Le public peut venir vous voir, faire dédicacer peut-être ou échanger sur l'ouvrage. Tout à fait. Marc Robert donc m'a fait l'amitié de mettre des moyens vraiment très très sympathiques. Et on va se retrouver à la salle La Lanterne. Voilà, cherchez le nom. La Lanterne à Rambouillet, où je vais faire une conférence débat avec les lecteurs qui le souhaiteront pendant une petite heure. Et après, pendant 3h30, je serai en dédicace, toujours dans la salle de La Lanterne. Et ce sera un moment vraiment sympa. Alors, vous avez indiqué tout à l'heure, il s'agit d'un premier opus. Vous partez sur une saga. Est-ce qu'il y a déjà des dates de sortie? Les ouvrages ont mûri et sont déjà écrits? Vous êtes curieuse? Très, toujours. Vous avez raison. Le deuxième va sortir sur le 3e trimestre 2019. Voilà, c'était la surprise du jour. Parce que l'éditrice a apprécié le livre. Les premiers retours sont très bons. Donc, je touche du bois. Oui, il est déjà dans ma tête, il est pratiquement écrit, donc ce sera 3e trimestre. Pour ces ouvrages, vous faites beaucoup de recherches, parce que je pense notamment à Meurtre à Château-Arnoux, vous nous emmenez pendant la Seconde Guerre mondiale, où il faut avoir un sacré bagage historique aussi. Vous aimez aussi mêler le présent, le passé? Oui, parce que j'écris du polar thriller et de l'historique. Si vous voulez écrire des histoires si vous les voulez crédibles, il faut à tout prix faire beaucoup de recherches. Je l'ai fait en préalable, donc avant l'écriture. Et là, il faut y passer beaucoup de temps, parce qu'on n'a pas la science infuse. Et si vous commettez une erreur dans un roman policier, les lecteurs qui sont assidus, eux, ils vont pas vous louper. Et qui s'y connaissent peut-être un petit peu en histoire, vont se dire ce n'est pas crédible. Et en histoire, c'est peut-être même encore pire en histoire. Merci Gilles Milo-Passeri. Alors je le rappelle, vous êtes écrivain et votre ouvrage Les Prêtresses d'Altaïr est sorti aux éditions du 38. Un dernier mot de littérature. Le 4 avril prochain, le musée de la Toile de Jouy vous permet de rencontrer Sébastien Pal. L'écrivain vous entraîne à travers le destin de deux personnalités, deux immigrés, Alina, une jeune sénégalaise, et Christophe Oberkampf, un teinturier allemand protestant, le créateur de la fameuse Toile de Jouy. Quels sont les enjeux européens actuels? Qu'est-ce que l'Europe? Des questions auxquelles vous n'avez pas toutes les réponses et une compagnie a décidé d'en faire une pièce, Les Têtes de l'arrêté à Saint-Germain-en-Laye pour un procès théâtralisé. Nicolas Dandry pour les images. Dans ce dossier, vous êtes invité à juger l'Europe. L'Europe sur le banc des accusés. Déception, réticence, rejet pour certains, ennui, désintérêt pour d'autres. Depuis 60 ans, elle fait débat, un débat qui a inspiré la compagnie Les Têtes de l'Art. Je l'ai écrite après les dernières élections européennes de 2014. Tout simplement, je me suis posé une question très simple, c'est je suis consterné par les résultats de la dernière élection. Qu'est-ce que moi, en tant que citoyen et en tant que directeur d'une structure artistique et culturelle, qu'est-ce que je peux faire sur ce sujet-là? Et en fait, je ne suis pas expert, je ne suis pas association qui travaille sur les questions européennes, je ne suis pas élu politique, mais par contre, mes armes, c'est l'art. Inspiré par Desproges et son tribunal des flagrants délires, l'Europe à la barre mêle fiction et réalité avec une procureure, un avocat de la défense et un juge pragmatique en prenant le public pour témoin. C'était tellement plus simple quand il y avait un grand mur qui coupait l'Europe en deux. D'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Tellement plus simple. Moi, c'est le point de vue des citoyens que je défends. Et donc l'Europe a de très beaux projets, généralement. Donc il n'est pas question de savoir si l'Europe doit être ou ne pas être, elle est là. Par contre, qui elle défend, qui elle protège, est-ce qu'on y comprend quelque chose au niveau de nous en tant que citoyens. Donc voilà, moi je vais relever les incohérences parfois entre ces fondements, le fantasme européen et ce qui se passe dans la réalité. C'est une élection avant l'heure, mais pour nous l'enjeu il est théâtral. Et ça c'est très important, c'est que pour nous l'enjeu c'est de faire poser des questions aux gens et de ne pas donner de réponses. On passe notre temps à écouter des réponses sur l'Europe, ce qu'elle doit être, ce qu'elle ne doit pas être. Nous ce qu'on veut c'est réinterroger sur l'Europe et les gens se réintéressent à ce sujet.
Un procès pour mieux défendre cette Europe à quelques semaines du scrutin européen. La représentation était organisée par la Maison de l'Europe des Yvelines. Quel est l'envers du décor? Que se passe-t-il du côté des lumières, du son, des costumes? Le chorégraphe Christian Rizzo fait marcher l'imagination du public et sa création d'à côté. Il est au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines du 3 au 6 avril. Des anecdotes improbables sur sa vie, sur les rencontres incroyables qu'il a pu faire. C'est Raphaël Mezrahi, l'humoriste, et sur la scène de l'espace Albert Camus de Maurepas ce samedi 6 avril, bande-annonce de son spectacle. Allez la vieille, allez, la vieille. Allez, vas-y, oh bah donc t'as un tour d'avance toi, dis donc. T'as vu tout ce qu'elle t'a mis? Allez, grand-mère, allez, grand-mère, allez. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout, non. Ouais, j'arrive, je me préparais justement là. Je suis belle. Une journée d'art dans un lieu inédit. Le 6 avril prochain, l'aérodrome de Chavenay-Villepreux accueille une journée des artistes. À l'organisation, l'association Audace, au programme, des trios, des duos, des conférences et des performances. Jamais 2, 103, le 7-8 Humour revient pour un 3e numéro pour rire à nouveau au prisme avec les talents d'aujourd'hui et de demain. Rendez-vous le mardi 6 avril. Les Pokémon Crew s'interrogent sur la société du tout numérique et des réseaux sociaux, de l'émerveillement à la méfiance. Hashtag 2.0, c'est la nouvelle création du collectif de hip-hop à découvrir à Saint-Cyr-l'École. Extrait. Après une représentation à Maurepas, les voilà sur la scène de la Verrière. Vivre debout, Black Blamber et le Théâtre du Sable rejouent leur spectacle pris en compte, né en 2014. Sur scène, des personnes en situation de handicap, des professionnels et des amateurs. Rendez-vous à 20h30 au Scarabée. Et un dernier rendez-vous avant de nous quitter. L'atelier d'art plastique de Maurepas présente ses œuvres au Café de la Plage de la ville. Cette année, les adhérents ont travaillé sur 2 thématiques, vue du ciel et transparence. C'est la fin de ce 7 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.